Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Il lui aura fallu à peine quelques minutes pour tout abandonner, son compagnon trop violent, son appartement, son travail, à peine quelques minutes pour se retrouver à la rue, en SDF, et 2 ans pour en sortir. Brigitte, bonjour. Alors cette histoire de ces 2 années passées à la rue, vous la racontez dans ce livre, J'habite en bas de chez vous, chez O Éditions. Nous reviendrons durant cette demi-heure sur ces 2 années passées à la rue. En tant que femme, vous nous raconterez un petit peu comment vous avez vécu ça. Nous reviendrons aussi sur votre retour à la foi que vous avez vécu au contact des SDF. Mais auparavant, comme chaque semaine, on va retrouver Laure qui dresse un portrait de notre invité. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric, bonjour Brigitte. Alors quand j'ai lu votre livre, un seul mot m'est venu à l'esprit, chapeau. Chapeau bas, car votre vie n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Et malgré toutes ces embûches, vous êtes aujourd'hui cette femme qui sourit. Tout commence en 1961, l'année de votre naissance à Blois, dans le Loir-et-Cher. Et dès vos premières heures, votre vie à jamais sera marquée par l'abandon de votre mère. Mais pendant 7 ans, ce sera le bonheur intégral chez votre nourrice. Pour vous, c'est elle, votre mère. Et puis, à 7 ans, vous rencontrez votre mère biologique. Une rencontre brute de pomme, car en guise de bonjour, elle vous gifle. Et pendant toute cette jeunesse, votre père est le seul à vous donner de l'amour. Alors, quand il meurt, vous avez 25 ans. Votre vie, je vous cite, devient un enfer. Vous tentez alors de vous suicider, une tentative avortée. Vous reprenez alors le taureau par les cornes et quittez cet enfer pour avoir votre propre appartement. Vous posez enfin vos valises et trouvez la sérénité pendant plusieurs années. Et puis, contre toute attente, votre sœur, qui ne vous a jamais considéré, vous demande de l'héberger. Et contre toute attente, vous acceptez. Et puis là, c'est l'engrenage. Elle invite aussi votre mère. Et contre toute attente, vous l'acceptez aussi. Vous prenez alors conscience que l'on ne peut pas aimer et faire du mal. Du coup, quand votre mère tombe malade en 1996, vous démissionnez pour vous consacrer entièrement à elle. 17 mois où finalement, malgré cette présence, votre mère ne cessera d'être détestable. Alors quand elle meurt, c'est pour vous une libération. Vous avez besoin de tout plaquer. Direction donc Marseille pour vivre comme une ado. Et puis après 3 ans, retour à Paris, vous trouvez du travail, un nouveau compagnon. La vie semble vous sourire, mais finalement non. Vous tombez en effet dans les bras d'un homme violent. Et là, c'est l'engrenage, c'est le début de la descente vers l'enfer. Mais courageuse, encore une fois, vous décidez de partir sans rien dire pour vous retrouver sans le vouloir dans la rue. Vous allez y passer 2 ans avant d'en sortir. 2 ans où vous ne cesserez de vivre dans la crainte. Et puis, grâce à une rencontre, vous allez avoir un déclic qui vous ramènera vers Dieu. Et à partir de là, vous allez vous battre et vous en sortir. Une vie qui, sans Dieu, n'a pas de saveur, mais qui aujourd'hui, avec lui, semble vous sourire. En tout cas, une chose est sûre, moi je vous souris et Frédéric aussi. Merci beaucoup Laure. C'est vrai que Laure l'a dit, c'est une vie très difficile, avec des étapes, on a l'impression que vous êtes pris dans une spirale comme ça, de laquelle vous n'arrivez pas à vous sortir. Quand vous sortez la tête de l'eau, c'est pour replonger encore plus bas, presque. Il y a dans ce livre, c'est presque un exutoire, il y a quelque chose comme ça. Vous l'avez fait presque comme une thérapie pour clore ce cycle. Oui, ça a été, c'était un début de thérapie, oui, parce que j'avais besoin de vider tout ce que j'avais en moi, toute cette rancœur et puis tout le mal que l'on m'avait fait. Et en même temps, c'est une façon pour moi de tourner la page, de passer à autre chose. Mais et ça vous a aidé, vous sentez qu'il y a l'avant et l'après, qu'aujourd'hui vous démarrez une autre histoire. Oui. Maintenant, j'ai recommencé une autre vie. J'ai tourné la page sans vraiment la tourner, parce que ça fait partie de ma vie et je peux pas l'oublier. Mais comme je dis, c'est vrai qu'avec le pardon, on arrive à continuer à vivre, à reprendre une vie normale. Alors on va voir ce pardon dans la dernière partie de l'émission. Je vous ai demandé de venir avec 3 photos. Alors pour vous, ça a été un peu délicat en fait. Je demande toujours ça aux invités parce que vous n'avez plus de photos, vous n'avez plus rien en fait de souvenirs tangibles de ce passé. Donc on a choisi ensemble des photos un peu génériques. La première photo que vous avez choisie, c'est un paysage, c'est la ville de Blois. On découvre à l'écran. Alors la ville de Blois, c'est là où vous avez vécu vos 7 premières années, élevé par une nourrice. Votre mère vous a abandonné à la naissance. C'est aussi les seuls peut-être beaux souvenirs de cette enfance difficile.
Bah, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une petite ville. Et oui, ça représente les meilleures années de mon enfance. Tout à fait, oui. Et j'espère y retourner très bientôt. Vous n'avez pas eu le courage encore d'y retourner? Non, j'y suis pas retournée depuis 10 ans. Donc, mais ça va venir avec le temps. Là, c'est aussi la ville de la déchirure. C'est à 7 ans votre père qui vient vous chercher, puis qui vous ramène au domicile familial. Et là, c'est la rencontre avec une femme que vous n'avez jamais vue, qui va être votre mère, enfin qui est votre mère biologique, qui vous accueille, leur l'a dit, avec une gifle. Et puis... Oui, c'était une cassure de ma famille, parce que moi, la personne qui m'a élevée, je la considère toujours comme ma mère. Donc pour moi, c'était ma famille. Et on m'a retirée pour m'emmener dans une autre famille que je ne connaissais pas. Je suis arrivée, ma sœur avait 4 ans, donc on m'a dit voilà, c'est ta sœur. Et je me suis jamais sentie très bien au sein de cette famille, quoi. Avec une mère qui... Voilà, tout à fait. On peut pas, c'est difficile de dire si elle vous aimait ou si elle vous aimait pas. En tout cas, elle vous donnait pas d'amour, même plutôt elle vous renvoyait une forme de haine, quoi, ouais. avec très violente à votre égard. Plutôt, quand elle m'a eu, elle était jeune, donc je pense que ça a été, je pense que pour elle, ça a été une partie de sa jeunesse qui partait aussi, quoi. Donc, elle avait peut-être pas non plus l'instinct très maternel à cette époque-là. Donc, comme je dis, je lui en ai voulu énormément pour ce qu'elle m'a fait subir. Mais bon, avec le temps, on oublie. On oublie et on essaye de garder le meilleur, quoi. Et avec elle, à son égard, vous avez toujours tenté d'être là, de lui donner de l'amour à elle, en espérant qu'elle puisse un jour vous en donner aussi. Enfin, peut-être, ou en tout cas, oui. Parler. J'ai essayé de lui donner de l'amour parce que c'était ma mère, tout simplement. Voilà. Je suis restée là parce que c'était ma mère, parce que, comme on dit, c'est le devoir de tout enfant d'être auprès de ses parents. Comme on dit qu'il ne faut pas, quand on donne, il ne faut pas attendre en retour. Mais quand c'est sa mère, on attend quand même un minimum d'amour, quoi. Et ce que je n'avais pas. Vous avez pris 2 ans de disponibilité pour l'accompagner sur toute cette agonie elle est morte d'un cancer. Oui, oui. Vous l'avez accompagnée quotidiennement, oui, et vous n'avez jamais eu un mot, un merci en retour. Enfin, elle vous raccrochait au nez, Ah oui, c'était... Non, mais le dialogue s'est jamais établi entre nous, donc... Et bon, avec la maladie, ça n'a pas arrangé les choses. Elle était devenue aigrie, donc c'est pas... Je lui en veux pas. Je lui en veux pas spécialement. Je lui en veux pas sur cette période, quoi. Voilà, c'était une période très dure pour elle aussi. C'était plus sur le passé, quoi. Bon, là, c'était... On dit quelque part, dans la vie, on paye toujours le mal que l'on fait. Bon, j'espère que ça n'a pas été sa façon de le payer, quoi. Parce que ça a été beaucoup de souffrance. Ouais, vous espérez ça malgré tout, malgré toutes les souffrances qu'elle vous a infligées. Vous savez, on ne souhaite jamais la maladie aux gens ni la mort. C'est une chose impensable. Moi, j'ai perdu ma mère. Pour moi, ça a été quelque part un soulagement. Mais en même temps, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal parce que, bon, je perdais ma mère, quoi. Voilà. D'autant plus que, d'une certaine façon, elle vous a volé sa mort parce que vous n'étiez pas là le jour de sa mort. Enfin, vous étiez contrainte à être en province. Vous revenez quelques jours après ce décès. Et puis je vais lire, je lis très mal, pardonnez-moi, mais c'est quelques mots. En fait, vous revenez et puis devant sa dépouille, en fait, vous lui parlez, quoi. Donc, vous dites, je ne sais pas si je suis resté à te parler 2 heures ou 20 minutes. Ce que je sais, c'est que le son de ma propre voix m'a soulagé. J'ai vidé mon cœur et mes tripes de toute la boue que tu y avais entassée. Tout le mal que tu m'as fait, je te l'ai rendu et j'espère que tu es parti avec. Je suis restée assise des heures jusqu'à ce que l'employé du funérarium vienne me dire qu'il était l'heure de partir. Il a poussé ton cadavre jusqu'à la chambre froide. Il a refermé la porte du frigo et avec elle, un chapitre de ma vie.
C'est vrai que c'est des mots d'une froideur sans nom. Enfin. Oui, parce que j'étais à cette époque-là, j'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup de rage. Et je lui en voulais d'être partie sans aucune explication. Moi, j'aurais voulu une explication, mais bon, comme on dit, le Seigneur en a décidé autrement, quoi. Mais j'ai jamais su pourquoi elle avait agi comme ça. Et je crois qu'en fin de compte, c'est ce qui me reste, quoi, de pas savoir pourquoi. Voilà. Bon, ce qui est fait est fait, comme je dis, c'est voilà. Je lui ai pardonné pour tout ce qu'elle a fait, mais j'ai toujours cette question en moi, quoi. Vous n'avez même plus de photos d'elle, Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Donc. Vous gardez ce visage. Je vois toujours son visage, oui, oui, oui. Je vois toujours son visage, mais vous voyez, la différence, c'est que mon père est décédé aussi, et mon père, je me suis toujours bien entendue avec lui. Il m'a protégée, et il n'y a pas un jour où je pense pas à lui, où je vois son visage. Et pour ma mère, c'est le contraire, quoi. C'est je pense pratiquement jamais à elle, et c'est très rare quand je vois son visage en face de moi. Et vous pensez que aujourd'hui, vous l'aimez quand même malgré tout? Bien sûr, bien sûr. C'était ma mère. Alors cette histoire, cette espèce de long traumatisme, ça nous amène à la deuxième photo qu'on va découvrir dans un instant. Il s'agit de la place des Vosges. Alors là, ce sont les arcades de la place des Vosges avec des matelas. Ce ne sont pas les vôtres, mais ça aurait pu. Et puis il y a une deuxième photo aussi qu'on va voir, c'est la place des Vosges, format carte postale. C'est là que vous avez vécu en fait quelques mois. J'ai vécu sous les arcades. Ouais, vous avez vécu sous les arcades. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les violences, cette enfance difficile, et puis cette arrivée à 42 ans dans la rue? Peut-être, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais je pense que moi, ce que j'ai vécu après la mort de ma mère, ça a été, oui, je pense que ça a été une continuité, quoi. Mais quand je suis partie, que je me suis retrouvée à la rue, pour moi, c'était une question de survie. Donc, où je restais avec lui, je savais qu'un jour ou l'autre... Votre conjoint qui, à l'époque, vous frappait, vous avez même eu peur que ça tourne mal et qu'il vous tue presque. Enfin, oui, il y a eu des menaces. Oui, ça a été... oui. Et donc... voilà, où je restais, je savais que un jour ou l'autre, je serais plus de ce monde. Ou alors, voilà, je partais, et puis, mais je savais pas où, quoi. Je savais surtout pas que j'allais rester aussi longtemps dans la rue, quoi. Et comment ça va très vite, vous l'expliquez bien dans le livre, mais comment on l'accepte aussi, ça, le fait d'un seul coup, on n'a plus une identité comme tout le monde, on n'est plus comptable comme vous étiez, ou vendeur, mais on est SDF. Comment on accepte ça? Est-ce que ça va aussi vite que le fait de devenir SDF? Au début, moi, je l'acceptais pas. C'était, voilà, moi, j'étais pas comme les autres. Voilà, c'est ce que je me disais, moi. Et puis quand je suis revenue sur Paris, au bout de 2 jours, 3 jours, ils m'ont envoyé à l'hôpital Saint-Antoine, parce que la police m'a dit, vous pouvez pas rester dehors. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu tous ces gens, parce qu'il y avait une 60aine de personnes qui dormaient à l'hôpital Saint-Antoine, et j'ai dit, mais j'ai rien à faire ici, je suis pas comme eux, moi. Et toute la nuit, je les ai regardés. Et puis le matin, je me suis dit, mais t'es comme eux, t'as plus rien. Voilà, t'es à la rue, tu dors ici, t'es comme eux. Et ça a été très très dur parce que je les voyais se dégrader. Et je me suis dit, mais je peux pas devenir comme ça. C'est impossible. Et c'est vrai qu'à la rue, le temps qui passe, et ça vous épuise. Et physiquement, et moralement. Et ça m'a fait très très peur. Très peur. Cet épuisement physique et moral, enfin... Oui, c'est... vous êtes dit, là, je peux pas tomber plus bas. Voilà, parce que j'étais arrivée vraiment, comme on dit, au 3e sous-sol. Et physique, parce que vous êtes dehors au froid. Voilà, vous pouvez pas... déjà, vous mangez pas comme vous voulez. C'est...
vous pouvez pas vous mettre à l'abri nulle part. Vous pouvez pas rentrer dans un café parce que on vous laisse pas tranquille. Bon, moi, ça allait encore parce que... Puis il y a le regard du monde. Voilà, tout à fait. Et puis les gens qui vous regardent et... Bon, c'est vrai que c'est dur, c'est très dur. Vous l'expliquez très bien, on devient paranoïaque, le moindre regard est une agression alors qu'elle ne l'est pas forcément. Tout à fait, oui. Ouais. C'est vrai qu'il m'est arrivé de me tromper sur certaines personnes. Mais en même temps, il faut un courage incroyable. Vous n'êtes jamais tombé ni dans l'alcool ni dans la drogue. Enfin, on imagine une chute comme ça. Vous parlez de pression et vous avez le courage de lutter, de retrouver une assise, des formes d'amitié que vous découvrez aussi très fortes. Ben, j'ai pas plongé dans l'alcool ni la drogue parce que je les voyais tellement détruits, certains, que je me suis dit je peux pas devenir comme ça, c'est pas possible. Vous êtes persuadé qu'un jour vous en sortirez? Mais au fond de moi-même, oui, c'était, je pouvais pas rester là, j'étais pas à ma place et c'est vrai que les autres me le disaient aussi, mais qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire ici. Mais vous savez, quand vous vous retrouvez à la rue, vous n'avez plus confiance en personne. Donc c'est très dur de saisir la main quand on vous la tend. Et il faut du temps, il faut parler avec les gens. Et là, petit à petit, vous reprenez confiance. Cette main tendue, c'est les captifs, la Libération, une association qui aide les sans-domicile, une association chrétienne. On va découvrir la troisième photo que vous avez choisie aussi. Encore une fois, c'est une photo générique, c'est pas une photo qui vous appartient. Donc c'est un coucher de soleil sur la Méditerranée. Ça, vous me disiez, ça symbolise un petit peu le renouveau, le départ. Alors pour vous, ce nouveau départ, c'est quoi? Est-ce que c'est lié à la foi, enfin à une découverte assez infime de la foi, puisque vous ne pratiquez pas, vous êtes un petit peu... Vous me disiez que vous aviez une foi un peu dans votre coin, mais ça vous a porté, ça vous a soutenu? Oui, ça m'a soutenu, oui. Au début, c'était pas le cas. Il y avait un Parce que rejet. je me suis dit, si vraiment il existe, je peux pas me retrouver à la rue, il aurait pas laissé ça. Et puis, avec le temps, on se dit, ben non, c'est pas possible, il n'existe pas. Et quand j'allais manger chez une petite sœur de la Charité, là, on arrivait et c'était, il fallait faire la prière. Et là, j'ai eu un blocage. C'est-à-dire que je vais dire, mais prier pour qui? Pourquoi? Prière obligatoire, pour quasiment. pour avoir un morceau de pain. J'ai fait prier pour qui? Et là, ça a été, et souvent, je suis partie parce que je refusais ça. Je suis partie sans manger. Et avec le temps, bon, après, j'ai rencontré des gens d'une église protestante. Il y a eu cette prière pour cet ami qui était dans le coma, une espèce de cri. Ami qui est tombé dans le coma. Et le médecin m'a dit, si d'ici 3 jours il est encore vivant, ce sera beau. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Il avait 27 ans, j'ai dit, on peut pas mourir à cet âge-là, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, mais mon Dieu, si t'existes, fais vraiment quelque chose, quoi. Il peut pas partir, t'as pas le droit de le laisser partir. Et c'est vrai que je suis revenue 2 jours après. Et quand je suis arrivée, le médecin m'a dit, il vous attend. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais je sais qu'il m'attend, quoi. Voilà. Et je suis arrivée, j'ai vu, il avait les yeux grands ouverts et tout. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose, quoi. C'est peut-être un signe. Et c'est vrai que... Beaucoup d'émotions quand vous en parlez. Tout à fait, oui, parce que bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est malheureusement quand même décédé. Mais c'est grâce à lui que, quelque part, j'ai repris le droit chemin, on va dire. Voilà. C'est un signe. Oui. Écoutez, on va regarder ensemble dans cette émission, on regarde le parcours de Laïc qui témoigne en 3 minutes cette semaine. Et puis je vous demanderai de réagir après. Cette semaine, c'est Lucas, un ancien toxicomane, né handicapé avec un seul bras. Lui aussi revient de loin, vous allez voir. C'est un témoignage recueilli par François Lespès. J'ai commencé pendant l'adolescence à fumer peut-être des joints et à prendre de la drogue. Je suis tombé dans l'héroïne, de la cocaïne. J'ai pris aussi de l'LSD. Donc j'ai sniffé pendant 15 ans. Et donc j'ai cassé mon nez par la drogue, par la cocaïne. J'ai les os complètement cassés, brisés. Aussi il y a des membranes qui
Ils se sont détruits en fait. J'ai travaillé par une banque italienne, j'ai travaillé pour la bourse, en fait, la bourse de Milan. On faisait tout le temps la même chose, donc plus que fumer, boire, aller chercher, de faire des connaissances des filles. Mais en fait, nous avions des amis, si nous avions quelque chose dans les poches. J'ai tombé toujours plus bas, jusqu'à le moment où je suis devenu un voleur, un dealer, par besoin d'acheter de la drogue. Bien sûr, j'ai volé de l'argent à ma mère, j'ai volé de l'argent à mon père, à ma sœur aussi. J'ai cherché de voler des choses dans des magasins, dans des supermarchés pour acheter la drogue. Ma mère, elle est partie à Lourdes, elle a fait pèlerinage à Lourdes, elle a commencé en fait à prier pour moi, à confier moi à la Vierge et à dire de faire quelque chose. Je me rappellerai toujours parce qu'elle est revenue le lundi à 7 h. Et à 20 h, je suis tombé par terre, j'ai craqué en fait devant elle, je demandais de l'aide. Mais quand ma mère, ce jour-là, elle me dit, Lucas, j'ai prié pour toi à la grotte de Lourdes, j'ai frotté ta photo sous la grotte et je me suis ouvert avec ma mère, j'ai dit toute la vérité, mais toute, même que j'ai volé, même que j'ai dealé. Alors je me suis demandé, mais c'est quoi qui m'a permis de m'ouvrir? Alors j'ai compris que c'était Marie, que c'était la grâce de Marie qui m'a sauvé. Alors j'ai dit, il faut que j'essaie de prier. Parce que j'ai essayé des hôpitaux, j'ai essayé des médecins, j'ai essayé des médicaments, mais rien, ça marchait. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai connu la communauté du Cénacle. Et c'est une communauté chrétienne pour accueillir des jeunes en détresse. C'est pas tout à fait facile à rentrer dans une communauté chrétienne alors que tu es drogué. Parce que croire de se mettre à genoux et des prières pour se confier à Dieu et avoir pas ni médicaments, avoir ni des psychologues, c'était pas tout à fait facile. Et moi je disais, mais c'est pas possible que c'est seulement la prière qui vous sauve. Et alors, ils m'ont dit, bon, essaye de te mettre à genoux, de chanter, de prier et tu verras. Eh bien, c'est vrai. J'ai découvert en fait l'amour de Dieu parce que, grâce à l'amour de Dieu, j'ai découvert mes blessures. Alors, moi, je suis né avec un bras. Donc, peut-être que pendant toute ma vie, j'ai subi la honte. C'était la peur d'être jugé, c'était la peur d'arriver pas à faire plein de choses. Quand je suis rentré, j'étais orgueilleux. Et alors, je voulais amener des brouettes tout blindées de terre, je voulais amener des morceaux de bois. Et mes frères, ils m'ont dit, mais non, Lucas, toi, tu es né avec un bras. Il faut que tu fasses quelque chose que tu peux faire avec un bras. Alors, d'avant la vérité, j'ai commencé à dire, c'est vrai, Lucas, il faut que tu t'acceptes. Et alors, j'ai commencé à faire le ménage, j'ai commencé à faire tous des travaux que j'ai arrivé à faire. Donc, le rencontre avec Dieu, c'était grâce à la vérité de mes frères. J'ai découvert que Jésus m'aime et que moi, je dois m'aimer comme je suis. Donc, je dois aimer mon bras tel qu'il est. Je dois aimer ma vie telle qu'elle est. Si on n'a pas les bras, si on n'a pas des jambes, si il nous manque quelque chose, mais nous avons le cœur. Nous avons l'amour des autres. Nous avons l'amour de nous-mêmes. Si aujourd'hui je suis aussi devant une caméra, c'est parce que j'ai plus la honte. J'ai l'amour. Et c'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Alors Brigitte, qu'est-ce qui vous a touché dans ce témoignage? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, il a eu beaucoup de courage déjà. Et comme je dis, faut avouer, pardonner. Donc, des fois, il suffit de pas grand-chose, de demander de l'aide, tout simplement, déjà pour dire, bah oui, j'ai fait de mauvaises choses, mais maintenant, je veux m'en sortir et je veux aider. Je veux aller de l'avant, quoi. Lui, très vite, pour conclure, lui, on le sent, il a eu le courage de s'accepter tel qu'il est, avec son handicap, avec son passé. Vous-même aussi, il vous a fallu vous accepter comme vous, avec votre histoire. Tout à fait, oui. Oui, c'est pas facile. C'est difficile, ça, ouais. C'est très difficile, même au moment où le livre a été écrit. J'ai encore eu une période de 2-3 mois très très dure, parce que tout était revenu et il y a beaucoup de choses que je n'acceptais pas. Mais c'est vrai que maintenant... comme je dis, grâce à Dieu, tout va bien, quoi, parce que j'ai su en parler déjà, et puis me dire que bon, j'ai peut-être eu moi aussi des torts, et surtout pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, parce que sans ça, je pouvais pas avancer. Et je crois que la plus grande des choses, c'est le pardon. Alors le pardon, je vais résumer, mais vous l'avez
demandé seul un soir chez vous. Je pense que c'est une histoire qui vous appartient aussi. Et c'est vrai que vous me disiez quand on préparait l'émission que c'est depuis ce jour-là que vous vous sentez mieux. On va conclure sur ce pardon. Je rappelle le titre de votre livre, J'habite en bas de chez vous, chez O Édition. Voilà, je vous remercie beaucoup Brigitte pour votre témoignage. À bientôt peut-être. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Au revoir.